Merci de suivre leur thème, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à votre émission L'invité de la semaine et nous recevons pour ce numéro le directeur général des transports, monsieur Mamadou Sow. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent sur ce plateau. Cet entretien porte sur les accidents de la route, les mesures prises par l'État pour éviter ces accidents et d'autres questions liées bien sûr au transport. Le transport dans toutes ses dimensions, fluviales, ferroviaires, les grandes innovations et les résultats attendus. Vous avez constaté ces derniers temps la recrudescence des accidents de la circulation et les causes sont nombreuses. Monsieur le directeur, Oui. Qu'est-ce qui explique la fréquence de ces accidents de la circulation ces derniers temps? Nul au Mali n'a été insensible aux accidents qui se sont déroulés ces derniers temps. Ces accidents ont ébranlé la conscience collective et indigné même la population. C'est à ce titre que les plus hautes autorités ont instruit au ministre en charge de la sécurité routière, celui du ministre des Transports et des Infrastructures, celui de la sécurité et de la protection civile, de prendre des mesures urgentes pour que cessent, en tout cas, ces accidents, pour que, en tout cas, le transport soit beaucoup plus sécurisé. Le transport met en action les moyens de transport, met en action les hommes qui conduisent ces moyens de transport et qui se fait sur un réseau routier. La moitié des études ont prouvé que le comportement humain est le facteur le plus important dans la survenue des accidents. Un accident, quand il survient, n'est pas fortuit, il est une conséquence des actes. Le plus souvent, c'est les gens qui ne savent pas le code de la route. On a constaté que les conducteurs, surtout les conducteurs de bus, de cars qui font le transport interurbain, ils s'en donnent à des pratiques qui sont contraires au code de la route. C'est en fait le facteur humain qui est le facteur prépondérant dans la survenue des accidents de la route. Tels les excès de vitesse. Et ils se donnent le plus souvent à des courses effrénées entre conducteurs d'une même compagnie de transport qui, on nous a appris certains nous disent qu'ils font souvent, il y a des primes à la rotation où un conducteur qui est le plus hardi, qui emploie la grande vitesse, fait le maximum de tours et les passagers eux-mêmes participent à cela. Les passagers eux-mêmes induisent le conducteur à employer beaucoup de vitesse, plus grande vitesse pour qu'il puisse arriver tôt et dépasser le car qui est par devant. Les gens ils veulent faire des conduites continues de 5 heures à 6 heures de temps. L'homme n'est pas une machine. Et le réflexe, avec le temps de conduite, le réflexe s'amenuise, on voit en retard, la réaction s'est faite en retard. Donc, un ralentisseur mal placé, un animal qui quitte de la brousse pour monter sur le goudron, on le voit tardivement. Un dépassement, un véhicule qui vient en face, on le voit tardivement. Et aussi, l'un dans l'autre, les facteurs s'ajoutant, l'incident vient et il y a dégâts matériels et puis il y a facteurs sont vraiment nombreux. Et vous êtes à pied d'œuvre aujourd'hui pour trouver une solution à cela et vous collaborez aujourd'hui avec le ministère de la Sécurité à ce niveau. Et chacun a sa part de responsabilité. Oui. On vient de le dire, des véhicules de transport public qui circulent la nuit avec tous les risques. Il y a excès de vitesse, des chauffeurs qui ne se reposent pas. Vous l'avez dit, les trajets sont longs. Qui doit faire quoi? Parce que tout le monde est interpellé à ce niveau. Oui, les instructions ont été données en conseil des ministres aux ministres concernés. Des rencontres ont été organisées avec tous les acteurs du secteur, qui sont les principaux acteurs qui conduisent, qui sont les propriétaires de compagnies de transport, le conseil malien de transport routier et toutes les compagnies que nous avons perpétuées, les assureurs, les transitaires, le consommateur, les acteurs étatiques. Tout le monde était en conclave pour que nous puissions parler de ces problématiques-là. Et les responsabilités de chacun ont été dégagées. Vous savez, l'entretien d'un véhicule incombe au propriétaire du véhicule, au propriétaire de la compagnie. Il faut que le véhicule soit en bon état. Il faut que les éclairages y soient. Il faut que le contrôle technique soit de qualité. Et nous employons à cela les experts de la direction des transports. À chaque région, nous avons un représentant dans le centre de contrôle technique pour que le contrôle se fait à temps. Et lorsque le centre de contrôle technique est défaillant, nous rappelons, il y a un centre où un centre de contrôle secondaire faisait plus de contrôle technique que Bamako et d'autres régions. On a mis fin à cela.
Donc, il y a toute une synergie. Et aussi, il faut que le contrôle sanction soit de rigueur. Quand il y a une infraction au code, il faut qu'il y ait une sanction à hauteur de soi. Tant que la probabilité d'être contrôlé, d'être sanctionné n'est pas à hauteur de soi, les gens ils vont s'employer à faire ce qu'ils veulent. On va à l'urbain à Bamako, le conducteur de société. Mais monsieur le directeur, c'est l'État qui doit sévir à ce niveau. L'État, oui. Ils ont plaqué, le ministre de la Sécurité a donné des instructions fermes, et à la gendarmerie et à la police, pour que des comportements répréhensibles soient décelés et réprimés à juste hauteur. À cela aussi, des moyens seront donnés aux forces de sécurité, pour que, dès lors qu'un comportement répréhensible a été détecté, que la répression suive à ce niveau. Nous avons aussi le concours du ministère de la Justice qui est prêt à nous aider dès lors qu'une sanction, un usager est pris en flagrant et le jugement serait fait, les sanctions seraient faites. Donc, il y a toute une synergie. Nous avons entamé aussi des volets de formation. Vous savez, l'Agence nationale de la sécurité routière s'évertue à former le plus grand nombre. Dans la majorité des cas, quand elle organise des formations, que les syndicats sont appelés, qui vient en formation? Les conducteurs qui n'ont pas de véhicules, qui sont sous les hangars, qui sont les syndicalistes qui viennent et qui ne sont pas dans le véhicule. Il y a des compagnies aujourd'hui structurées, organisées, je ne dirais pas le nom de compagnies, qui ont organisé des formations in situ et qui font appel à la direction générale de transport ou à l'Agence nationale de sécurité routière pour renforcer les capacités de leurs conducteurs. Ça, c'est les compagnies les plus conscientes qui font cela. Et aussi, il y a l'État en train d'aller vers la géolocalisation des compagnies de transport collectif. Certaines compagnies ont déjà commencé où chaque bus est géolocalisé, où on sait à quelle vitesse circule le conducteur. Et s'il est en vitesse excessive, on le remet en ordre. Quel est le temps de conduite? Des dispositifs sont avec le ministère des Transports, nous sommes en train de réfléchir à des dispositifs de chronotrachégraphe pour que chaque véhicule de transport collectif interurbain soit muni d'un chronotrachégraphe qui va mentionner le temps de conduite et le temps de repos. Mais comment vous allez contrôler tout cela, monsieur le directeur? Oui, des éléments d'information. D'abord, il faut que les gens sentent qu'ils sont interpellés, qu'ils ont une part importante dans la mise en application de ces dispositifs. C'est une constitution de tous les efforts à tous les niveaux. Il faut que l'usager conducteur qui est là sache que je suis le directeur de conduite. Il ne faut pas que je dépasse des vitesses en dehors des normes. Je mets en péril la vie d'une cinquantaine de personnes derrière moi. Il faut que le propriétaire de compagnie de transport, de transport, dise que les véhicules doivent être en bon état, que les pneumatiques doivent être en bon état, que le système de freinage doit être optimum, que les essuie-glaces, nous sommes aujourd'hui en période de pluie, il faut que les essuie-glaces marchent bien. Donc, l'un dans l'autre, tout le monde peut faire. Il faut que les gendarmes, les policiers qui contrôlent, soient un patriote qui disent que je contrôle l'infraction qui est là, je le détecte, j'ai pris l'infraction. Et c'est comme ça que chacun joue son rôle. D'accord. La mesure de l'État. Et puis aussi, nous voudrons que nous, les communicateurs, nous aident aussi à diffuser les messages. On est déjà là-dedans. Très bien. D'accord. La mesure de l'État à ce niveau, c'est l'interdiction totale de la circulation de 0 h à 5 h du matin. À 5 h du matin. Voilà, c'est vrai que les textes sont là, mais monsieur le directeur, l'application est tout autre. Comment vous allez vous y prendre par rapport à cette mesure-là? Cette mesure est facile d'application parce que arrivé à un poste de sécurité, arrivé à un poste de contrôle, le véhicule ne peut plus poursuivre sa progression si le véhicule est arrivé aux environs de minuit. Donc, le véhicule serait obligé, et les passagers, de passer la nuit au nouveau poste de contrôle. En tout cas, pas de conduite entre deux postes de contrôle entre minuit et 5 h du matin. La reprise ne peut être faite qu'après 5 h du matin. Donc, si une compagnie sait que avant d'arriver à Fana, il serait minuit, charge maintenant au conducteur de trouver un endroit où passer la nuit pour que les passagers soient en bonne sécurité. C'est cela. Ils ont été interpellés, ils ont été constatés. Tous les participants à la réunion ont pris l'engagement de respecter quand même ces volets-là. Ça commence quand ou bien c'est sous format papier pour le moment? Pour le moment, c'est déjà commencé. Pour le moment, nous n'avons pas reçu de retour de compagnies qui ont circulé entre 0 h et 5 h du matin. Voilà. Donc, c'est sur tous les axes? Les axes interurbains et les axes internationaux. Voilà. Si vous partez, par exemple, à Ségou,
à Mopti, à Sigasso, à Caille. Donc aucun moyen de transport de personne ne doit circuler entre 0h et 5h du matin. D'accord. Les policiers, les gendarmes sont en charge de cette application et pour le monde n'ont pas eu de recours de compagnies écassistantes bien qui veulent enfreindre à cette réglementation. D'accord, il y a un autre problème, ça c'est l'installation anarchique des ralentisseurs. Les populations qui se lèvent comme ça, elles se sentent menacées, elles mettent les ralentisseurs sans normes. Et comment vous allez faire pour sensibiliser les populations dans ce sens et pour sévir s'il le faut? Oui, vous savez, tout cela, c'est parce que les populations sentent souvent que peut-être qu'elles sont devenues une proie pour les chauffards. Les chauffards. Vous savez que souvent il y a accident avec mort d'homme, les protecteurs de compagnie ne se présentent même pas aux obsèques ou aller saluer la famille des victimes. Nous sommes dans un pays où le social a son importance, vous savez. On ne peut pas rêver un mort, on ne peut pas le rêver, mais des actes essentiels, présenter des condoléances, il ne s'agit pas de renvoyer un 50 000 francs, un 100 000 francs, non. Il faut montrer sa compassion, il faut montrer qu'on a été touché par rapport à ça, et vraiment compatir à la douleur de la famille en deuil. Le ministre des Transports a vraiment interpellé et le CMDR et toutes les compagnies par rapport à cela. Une lettre a été envoyée par rapport à cela. Donc aujourd'hui, les gens ont pris le sentiment, en tout cas l'engagement, de respecter les heures de conduite, le temps de repos des conducteurs et les heures indiquées pour ne pas conduire. Et ensuite maintenant, changer positivement de comportement. Les compagnies les plus indexées se sont investies depuis 4-5 jours maintenant à installer des appareils de contrôle sur chaque bus interurbain. Donc ça c'est déjà une avancée. Donc nous voudrons que ces installations soient faites dans tous les bus qui font le transport interurbain. Parce que malheureusement pour notre pays, c'est quoi, le transport est devenu, je me débrouille quoi. Donc, excusez-moi, c'est comme ça. Alors que le transport suppose une assise financière suffisante, des moyens qu'il faut. Donc on ne peut pas avoir on a un seul bus, un seul car, on veut aller à Nyono, on veut aller à Sigasso avec ça, les véhicules tombent en panne à Djalakorba, avant Fana, il n'y a pas de véhicule relais pour... C'est compliqué. On doit mettre fin à cela et très bientôt un cahier de charges est en cours au ministère des Transports est en train de voir le jour. Il y aura un cahier de charges où les compagnies de transport, chaque propriétaire de véhicule, un transport collectif, s'engagera à remplir les conditions pour que les usagers soient moins exposés au risque d'accident. D'accord. Vous aviez commencé à parler de la question de l'excès de vitesse, qui est l'une des causes principales des accidents de la circulation. Vous aviez parlé des appareils qui seront dans les véhicules pour voir un peu comment ça se passe. Quel est cet instrument de mesure qui permet de limiter les vitesses? Qui va contrôler à ce niveau? Oui, il y a déjà des compagnies depuis l'origine, depuis la commande des bus, les compteurs ont été plombés à 90 km/h. Ça c'est déjà un facteur qui est là. Et maintenant, il y a des radars de contrôle de vitesse. Nous sommes en train de voir comment doter les forces de sécurité en radar. D'abord, il y a des radars portatifs qui sont mobiles. Hein. Les gendarmes ou bien les policiers, ils fixent le véhicule en venant. Et avec les systèmes, on sait, avec une marge minimum d'erreur, pour savoir à quelle vitesse exactement le véhicule est en train de circuler et maintenant l'arrêter pour les verbaliser. Et aussi, la réflexion est en cours. Vous savez, dans notre pays, tout est urgent, tout est prioritaire. Nous sommes en train d'acquérir des radars qui sont fixes, qui seront là, qui vont verbaliser, qui vont flasher le nombre de véhicules, et voilà, et il y aura des amendes très fortes pour cela. Et aussi, des commissions commissions régionales de transport sont en train d'être installées dans les régions, présidées par le gouverneur, qui peuvent retirer les agréments de transport qui se seront faits par... Donc, dès lors qu'un conducteur fait des infractions répétées au code de la route, au code des impôts, au code de douane, ou au code de commerce, le gouverneur peut retirer l'agrément. Et la direction générale des transports peut retirer les cartes de transport ou suspendre la carte de transport pour une durée déterminée.
Voilà des artifices que nous avons, que nous pensons qu'ils peuvent être dissuasifs aussi. D'accord. Le contrôle technique aussi, c'est une étape très importante. Oui. C'est vrai que c'est crucial dans les cas d'accident de la circulation, si le véhicule n'est pas en bon état. Oui. Mais les lieux pour faire le contrôle technique sont limités ici au Mali. Est-ce que l'État songe à multiplier ces lieux de contrôle technique dans les jours à venir? Le contrôle technique, pour le moment, est un service concédé, un service de l'État que l'État a concédé à un partenaire privé qui, en fonction de ses moyens, est en train de se déployer. J'ai reçu la semaine dernière une demande de service de contrôle technique d'ouvrir un centre à Kenyeba. Kenyeba était une localité où vraiment les activités sont en train de... Donc, nous allons autoriser et pourquoi pas mettre aussi à Djema, pourquoi pas mettre aussi dans d'autres centres. Nous sommes en train d'inciter quand même, et dès lors que nous allons répondre à cette lettre-là, nous allons les inciter à ouvrir en tout cas des centres de proximité. Et l'État est en train d'être beaucoup regardant par rapport à cela, parce qu'aujourd'hui, c'est une seule entité qui est en train de faire les contrôles techniques. Nous voyons que c'est difficile. Depuis 1996-1997, c'est une seule société qui est en train de faire le boulot. Et il y a des insuffisances qui ont été constatées. Certains centres secondaires font plus le contrôle technique. Bon, nous savons que comme ça se fait, en réalité, beaucoup de véhicules ne vont pas. Nous ne vont pas le contrôle technique. Et puis, l'usager lui-même, que nous sommes, certains, quand ils vont au contrôle technique, ils prêtent la roue secours, ils prêtent les crics, ils prêtent n'importe quoi. Même les essuie-glaces. Ils vont au centre de contrôle. Les techniciens qui sont là, ils voient, ils constatent que c'est bon. Mais quand vous sortez après, c'est pas possible. Mais quand même, ce qui est visuel, un véhicule en mauvais état d'apparence physique ne doit pas satisfaire le contrôle technique. Si des usagers qui sont dans la ville constatent un véhicule en mauvais état technique et qui a un contrôle technique, il peut interpeller la direction générale des transports. Ce serait une preuve pour nous, comme quoi le travail est mal fait. Voilà. Donc nous avons chacun à un niveau une certaine responsabilité pour qu'il y ait des changements enfin dans le pays. D'accord. Alors, l'application des sanctions administratives et peines prévues par les textes en vigueur, vous en avez parlé. Quelles sont les structures qui vont vous aider à exécuter cette partie aussi? Oui. Vous aviez parlé de la justice, de la sécurité. Comment cette collaboration va se passer? Je sais qu'en commune 6, presque les jeudis, il y a des jugements par rapport au fait vécu sur la route. Des infractions qui se sont réprimées, des condamnations pécuniaires et des condamnations pénales qui sont prononcées. Donc, mais ce n'est pas vulgarisé. Sinon, la justice aide beaucoup à ce qu'il y ait une relative sécurité sur la route. Dès lors que l'infraction a été portée à sa connaissance, dès lors que le constat a été fait et que la police a acheminé le dossier, le tribunal, conformément au code de la route, pour dissuader le comportement désobligeant sur la route. Il y a 2 points essentiels. Oui. Ça, c'est la formation et la sensibilisation. Oui. Vous aviez commencé à parler de cette question de formation avec les chauffeurs. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous êtes à quel stade? Est-ce que vous travaillez avec les compagnies de voyage par rapport à cela et par rapport à la sensibilisation aussi? Comment vous procédez sur le terrain avec les populations? Oui, l'Agence nationale de la sécurité routière, qui est l'organisme de la sécurité routière au Mali, s'est beaucoup employé ces années à former un plus grand nombre de conducteurs, plus grand nombre d'apprentis chauffeurs, plus grand nombre de policiers et de gendarmes, et à collaborer avec le ministère de la Justice pour que les gens puissent partager, en tout cas, comment réprimer les infractions, les déceler, les réprimer, et renforcer la capacité surtout de conducteurs. Et nous, à notre niveau, vous savez, les autocols jouent un grand rôle. Très bientôt, le passage par l'autocolle, c'est une obligation avant d'avoir le permis pour rehausser les niveaux des candidats au permis de conduire. Le passage de l'autocolle serait obligatoire. Nous sommes en train les dernières décisions sont en train d'être prises pour que nous allons voir avec l'autocolle quel mortal il faut pour qu'elle soit en norme, pour que le passage soit une obligation de l'autocolle. Donc cela aussi va permettre à l'usager qui est là, qui veut obtenir le permis de conduire, d'avoir un certain niveau. Parce que les gens, ils conduisent, ils ont appris à conduire par un grand frère, un tonton, mais ils ne connaissent pas le code de la route.
et pourtant ils se circulent. Donc ça permettra de mettre fin à cela. Ensuite, nous avons un centre de formation, l'INFET qui est en zone 2, en commune 2, qui forme les apprenants à la conduite, qui forme les moniteurs d'auto-école, qui forme les inspecteurs de permis de conduire, qui forme les porteurs d'uniforme, qui forme les usagers en tout ce qui concerne le domaine des transports, des travaux publics. Donc en réalité, le ministère des Transports fait ce mieux avec les moyens qu'il a pour que le plus grand nombre puisse être formé et en renforcement des capacités pour que, en tout cas, les changements puissent être faits à ce niveau. D'accord. Monsieur le directeur, vous n'êtes pas directeur des routes, mais il y a un fait qui se passe, qui nous intrigue. Ça, c'est l'état de nos routes. Qu'est-ce qui fait que nos routes se dégradent très rapidement? Est-ce la qualité du goudron ou bien c'est l'usage que nous, usagers, en faisons? Oui, vous savez, on peut débattre ce problème sur plusieurs angles, quoi. La qualité de matériaux utilisés peut être mise en cause. La qualité du contrôle peut être mise en cause. À un moment donné, le ministre des Transports a pris ses courage à deux mains pour dénoncer cela. Ce n'a pas plus ou jamais, c'est une réalité. Voilà, je ne vais pas tremper le couteau dans la plaie. Le contrôle ne se fait pas comme il se fait. Ça, c'est un fait indéniable. La qualité du matériau peut être sujet à caution parce que le bitume a ses réalités. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Et aussi, le comportement. Parce que les routiers, quand je cause avec des directeurs de route, il me dit qu'il conduit le bon route. Est-ce que c'est moi qui les détruis, quoi? Parce que j'ai fait la surcharge. Parce que les transporteurs maliens, vous savez, nous aimons. Les transporteurs maliens aiment quoi? La surcharge et la vitesse. Ils aiment ça. Donc, quand nous sommes un pays enclavé où tout est presque importé, le transporteur, pour qu'il puisse gérer ce qu'ils m'ont dit, il y a des faux frais, des tracasseries routières qui sont là, des faux frais que le transporteur paye à chaque poste de contrôle, du port d'embarquement, en traversant les pays de transit, les fortes qui sont de ce côté, et même à la frontière du Mali, jusqu'à destination, donc à chaque poste de contrôle, et des postes de sécurité qui se sont érigés en poste de contrôle, il y a des faux frais qui sont payés par les transporteurs. À ce moment, comme justification, il dit que, monsieur le directeur, nous sommes obligés de faire des surcharges pour compenser cela. Est-ce vrai ou pas? En tout cas, le débat est là depuis avec tous très les longtemps. risques. Et vous savez, nos routes sont construites avec une charge utile de 11,5 tonnes à l'essieu. Et souvent, le ciel mordant, le ciel le plus chargé, chez nous peut aller à 15 tonnes. Pour une route qui est construite pour 11,5 tonnes, maximum 13 tonnes, pour les anciennes routes, il va de ça que la route se dégrade de façon prématurée. Ensuite, il y a aussi l'écoulement des eaux. Nous avons vu à Bamako où toutes les rues sont devenues des rues commerçantes. Les commerçants, les maisons aux abords de voies bitumées, on a mis des commerces partout. Et les gens ont fait des dalles comme ça pour protéger, pour aller. Et l'eau circule sur le goudron. L'eau ne peut plus couler dans la fosse, mais sur le goudron. Et l'eau est l'ennemi numéro 1 de la route. Voilà. Les charges viennent, il y a le comportement des riverains. Hélas, le comportement des riverains cause beaucoup de dégâts à la route. Vous savez, certains font des routes un dépotoir. La route n'est pas conçue pour cela. Le dépannage, la proximité des garages, c'est le Malien lui-même. Oui. La cause principale, c'est le Malien lui-même. D'accord. On va aborder d'autres questions liées au transport. Le transport, ce n'est pas que les routes, c'est aussi le trafic ferroviaire. On l'a vu, un secteur lancé récemment par le président de la transition, c'était à Caille. Les activités de commerce qui reprennent petit à petit pour les riverains. Qu'espère l'État à travers la relance de ce trafic ferroviaire? Moi, je pense que si tu dois retenir une action phare aussi des actions du gouvernement, c'est cela. Hein. Donc, les Caïsiens sont tellement fiers de cela, on ne peut même pas mesurer, quoi. J'ai eu la chance de voyager la dernière fois par le train pour aller à la Caille. Tous les villages traversés, même les villages dans lesquels on n'a pas fait escale, tout le monde s'arrête. Les gens ils filment, les gens nous donnent, ils saluent, ils sont contents. Donc,
Ce transport-là, l'État a pris le courage de poursuivre les relances du trafic ferroviaire en injectant des dessous avec ce que nous avons déjà. Parce que quand tu n'as pas les moyens aujourd'hui d'avoir des locomotives neuves, d'avoir un écartement standard, d'avoir une rame toute neuve, on se contente de ce que nous avons. On le met en valeur. Ce ne sont pas des vieilles locomotives, ce sont des locomotives de 84. Donc en matière de chemin de fer, il faut que si c'est un matériel à 100 ans, on dit que le vieux. Donc le matériel, il a été abandonné pendant une longue période. Donc si on veut l'exploiter, il y aura des désagréments, il y aura des réhabilitations à faire, il y a des reconditionnements, il y aura des bobos qui vont se faire, mais on corrige petit à petit. Il faut s'en contenter, il faut s'en glorifier parce que c'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons sur la main, c'est, par métaphore, je dis, celui qui n'a que sa grand-mère, il n'a pas sa maman, il se contente de sa grand-mère. Ouais. Et il doit en être fier. Voilà, nous sommes fiers de notre locomotive et les Maliens doivent être fiers de la reprise du trafic ferroviaire. Il y aura des évolutions qu'on va corriger petit à petit. Et quelque chose qui a été abandonné, qu'on ne pensait même pas qu'il allait renaître. S'il renaît, on ne peut pas, il fallait être à Caille, il faut faire le parcours pour voir l'engouement. Les Caïsiens, ils ont le train dans leur sang. Voilà. Pour eux, c'est l'équivalent du bateau. Imaginez si le bateau était arrêté. Les conséquences pour le pays, pour la stabilité du pays. Mais heureusement, il y avait une route en mauvais état à Caille, que les cars entreprenaient. Aujourd'hui, le trafic de Bamako à Caille, par les rails, est plus rapide que quand vous prenez un bus de Bamako à Caille. Vous arrivez 2-3 heures avant le bus. Et même ceux qui sont allés par les véhicules 4x4, ils nous ont trouvés à Caille. Ils sont arrivés après nous. Et alhamdoulilah, le confort est là. La première classe est climatisée. Ils ont un wagon restaurant de tout calibre où le repas se prend en toute convivialité. Et l'atmosphère, l'échange est là. Et le brassage avec les villes traversées. Moi, j'ai trouvé ce voyage extraordinaire. D'accord, voilà. 2 locomotives pour le moment pour assurer la liaison Caille-Bamako, Bamako-Caille, à raison de 6 voyages par semaine. Quelle sera la suite? La suite, c'est déjà dans les pipes, il y a des locomotives qui ont été déjà commandées, il y a des wagons voyageurs qui sont déjà commandés. Et le super ferroviaire est en plein régime. Et la demande est plus importante que l'offre aujourd'hui. Si on laisse tous les billets à Bamako, les Bamako vont payer tous les billets, alors que les qui en ont besoin, les gens tout en ont besoin. Donc si on laisse au retour aussi, Caille va prendre tout. Donc le directeur m'a expliqué que, en tout cas, des parties sont réservées à chaque village, à chaque ville, pour que chacun puisse voyager. Aujourd'hui, c'est l'engouement. Le gouvernement va faire en tout cas le boucher double va mettre le boucher double pour que nous puissions avoir dans les mois à venir, parce que pour commander nos locomotives et venir, c'est minimum 18 mois. Il n'y a pas de locomotive fabriquée, déposée, comme ce qu'on fait pour les voitures. On commande et puis l'usine se met à fabriquer. Voilà, donc nous avons la patience nécessaire et nous savons que les Maliens ont aussi la patience nécessaire pour que nous puissions avoir des locomotives neuves qui puissent relayer ces 2 locomotives et voilà, pour que le trafic se fasse dans les meilleures conditions. D'accord, on me fait signe qu'il ne nous reste pas assez de temps. On va dire un mot sur le transport fluvial qui est important aussi, surtout pour les populations du Nord, vu la situation sécuritaire. Qu'en est-il aujourd'hui? Le bateau circule toujours? Oui, les petits bateaux vont reprendre. Et ensuite, le 16 août, les grands bateaux vont poursuivre. Dans un premier temps, c'est des petits courriers de Momopti à Kabara. Ensuite, maintenant, à partir du 16, il y aura les grands bateaux qui vont faire les relais jusqu'à ce que... Vous savez, là, on a un grand potentiel inexploité. L'État a fait un contrat plan avec la Comana, l'État subventionne le chemin de fer. Le chemin de fer, le transport par rail, le transport fleuve n'est pas rentable. C'est les œuvres sociales. C'est la satisfaction de la population. On ne peut pas évaluer cela, c'est des dizaines, c'est des centaines de milliards que l'État gagne. Mais on ne voit pas ça. L'État doit mettre les moyens pour que la Comanaf puisse avoir des bateaux à fond plat. Pour qu'on n'ait pas fait un transport urbain par bus. Un transport urbain par bus, c'est possible.
Il y a Kabbalah qui est là-bas, où il y a au moins 25 000 étudiants qui vont de ce côté. Ça va décongestionner un peu urbaine. Pourquoi ne pas faire en sorte que le trafic fluvial Cancan, Bonko puisse encore renaître? C'est dans les pipes, ça a été dit dans les deux commissions de félicitations, et les deux gouvernements aussi veulent que ça reprenne. Il faut investir dans les rails pour le développement. Tous les gros pays, tous les grands pays sont développés par les rails et le transport fluvial. Une intermodalité est possible. Le transport pendant la saison de pluie, c'est le bateau qui fait toute la navette. Il y a des villages qui sont fermés sans le bateau. Et aussi, il y a le transport qui s'est fait, il y a beaucoup pour le ministère de la Défense, le ministère de l'Éducation, pendant les vacances, le transport par bateau assure cette liaison-là. Mais il y a beaucoup d'impayés aussi. Vous savez, la Commonwealth souffre parce que le carburant coûte cher et le département ministériel qui emprunte ses services, il y a beaucoup d'argent non payé. Voilà, donc la Commonwealth est là, il faut aider la Commonwealth. Nous sommes en train de organiser un colloque sur la construction navale. À Mopti, à Gao, il y a des artisans qui sont là, qui ont une qualité extraordinaire, qui fabriquent les bateaux par nos propres matériaux. C'est des gens qui n'ont pas été à l'école classique, et qui ont une expérience avérée de la construction de bateaux, dans leur maintenance. Ils peuvent transporter jusqu'à 100 tonnes de matériel. Sans eux aussi, souvent, certaines localités, sur la rive gauche du fleuve, sont coupées du pays. Donc, ils assurent un service social, ils compensent le manque de l'État, là où l'État n'est pas là, ils compensent cela. Ils ont demandé à ceux qui puissent participer au transport de marchandises, que l'État aussi les trouve le matériel. Il y a vraiment beaucoup à dire par rapport à ça. Il y a beaucoup à dire. Monsieur le directeur, on va finir sur les perspectives, les grandes innovations au niveau des transports. Oui. Nous avons quand même mis à profit cette transition pour faire beaucoup de réformes chez nous. Vous savez, depuis 18 ans, nous avons cherché à ce que la Direction nationale des transports terrestres maritimes fluviaux soit une direction générale. Cela a été fait. Nous avons relu les textes des entrepôts maliens qui sont dans le port de transit. Nous avons 7 entrepôts. Voilà, les textes ont été mis aux normes pour qu'il y ait beaucoup plus de lisibilité. Nous avons utilisé une plateforme informatique conviviale à hauteur de Suez qui répond à nos besoins. Et aujourd'hui, dès lors que nous aurons les instructions politiques, nous allons mettre à la disposition des Maliens un permis sécurisé, petit format, comme carte bancaire. Dès lors que les instructions politiques seront données par les différents ministères, nous allons mettre à la disposition des Maliens une carte grise sécurisée, une carte de transport à hauteur de Suez. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers l'application des textes. Le code de la route a été adopté en conseil des ministres qui comporte plusieurs innovations allant dans la sécurité des Maliennes et des Maliens. Donc, des articles d'application, une commission a été créée pour mettre en œuvre ces articles. En tout cas, pour nous, c'est vraiment plein d'innovations ont été faites et nous attendons seulement que le OK soit donné pour que, en tout cas, les Maliens voient les premières informations. Et si aussi, d'une manière aussi, nous voulons très bientôt, dès lors que les autorités politiques nous donneront cette autorisation, procéder à une réimmatriculation des véhicules. Les plaques Made in Mali, Mali Coura, avec une carte du Mali incrustée, le drapeau du Mali, et des chiffres alphanumériques, y compris la région ou la commune. Bamako a plusieurs arrondissements. Comme vous savez, à Bamako, 9e arrondissement, on va dire BKO, 9e arrondissement, Gao, c'est la même chose. Donc tout cela est déjà fin prêt. Nous attendons seulement que l'accord politique soit donné pour que nous puissions le faire, mettre à la disposition des Maliens. Parce que nous sommes le seul pays de la sous-région qui n'a pas encore allé dans cela. Tout le monde, il n'y a pas un seul pays qui nous entoure qui n'est pas allé à la réimmatriculation, qui n'a pas un permis biométrique, une carte sécurisée. Et nous avons les capacités. Ça a été fait par des Maliens, par des jeunes Maliens qui sont là, des Maliens. Il n'y a pas une intelligence étrangère qui est venue. C'est fait par les Maliens, au coude à coude avec la direction de transport, au coude à coude avec l'AGETIC, pour que nous puissions mettre à disposition des Maliens des produits de haute qualité. D'accord, on a hâte de voir ça. Oui, bien et sûr. On attend le cutis de l'État. Oui. Merci, monsieur le directeur. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est donc tout pour ce numéro consacré au domaine des transports. Nous recevions M. Mamadou Sow, il est le directeur général des transports. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. L'invité de la semaine vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Bonsoir.